fait, la question philosophique que j'avais envie de vous soumettre aujourd'hui, c'est tout simplement dans le contexte justement du Manifeste des Jeannettes et puis de la récente sortie politique de PDFQ. Ils ont rajouté le Q depuis hier, donc je ne sais pas trop. Donc, on constate évidemment que dans le contexte de ce débat, il y a des divisions profondes, en fait, qui remettent en cause des alliances politiques traditionnelles et qui exacerbent en fait des divisions qui se creusent au sein des communautés qui, on aurait pu penser, auraient adopté des positions communes au sujet de la charte, mais tel n'est pas le cas, et donc on constate qu'il y a une division profonde au sein de la communauté féministe au sujet donc de l'argument de l'égalité des sexes dans le contexte de la diversité culturelle. Et je voulais simplement signaler, donc en théorie, en fait, ce que je vous fais, c'est un résumé d'un article qui risque de paraître, en fait, qui est théoriquement censé paraître demain dans le Devoir, dans la section Le Devoir de philosophie, et qui est intitulé « Est-ce que Martha Nussbaum aurait signé le Manifeste des Jeannettes ?» Martha Nussbaum est une grande philosophe très très intéressante qui écrit beaucoup, et voilà, donc je voulais juste vous donner un contexte, c'est que la question de l'égalité des sexes dans le contexte de la diversité culturelle, en fait, n'est pas une question qui est inédite dans la littérature féministe. Et je voulais simplement souligner le fait qu'en 1999, une grande féministe qui s'appelle Susan Moller Hawkins avait justement publié un essai qui était intitulé « Est-ce que le multiculturalisme nuit aux femmes? Is multiculturalism bad for women ?» Et donc, elle soulève dans le cadre de cet essai des questions extrêmement légitimes. Et dans ce sens-là, je veux quand même souligner le fait que les arguments féministes pro-charte sont probablement les arguments quand même qui m'interpellent le plus, parce que je crois qu'au-delà de l'instrumentalisation politique, il y a quand même des convictions sincères qui sont portées par cette voix féministe dans le contexte de ce débat. Mais il en demeure pas moins que donc Susan Moller Hawkins, ce qu'elle craint, c'est que le multiculturalisme, à force de vouloir reconnaître les droits collectifs des minorités, passe sous silence ou bien sacrifie en fait les droits individuels des femmes au sein de ces communautés qui risqueraient peut-être d'être assujetties à des chaînes culturelles les soumettant donc au sein de ces communautés qui seraient fermées, reléguées à la sphère privée et qui échapperaient donc à la vigilance des politiques publiques de l'État par rapport à l'égalité des sexes. Donc une question éminemment légitime à laquelle donc un bon nombre de grands penseurs contemporains ont répondu et ça donnait lieu à un ouvrage collectif. Il y avait parmi ces philosophes Amartya Sen, le prix Nobel d'économie 1998, qui avait répondu à l'appel, et Charles Siller avait écrit Kimika, évidemment, qui lui, évidemment, se sentait interpellé parce que, en fait, Susan Moller Hawkins critique directement le modèle multiculturaliste libéral que Will Kimika avait mis de l'avant, avec l'idée qu'on doit protéger donc les droits collectifs de certaines minorités. Et Martha Nussbaum était également intervenu dans le cadre de ce débat-là. Et Kimika, donc, pour parler de lui en premier, Kimika avait répondu à Susan Moller Hawkins. Dans un premier temps, il avait répondu qu'il était affligé d'une certaine façon de la critique frontale de Hawkins à son égard parce que lui-même avait développé l'idée de protéger les droits collectifs, notamment parce qu'il se sentait l'héritier de la philosophie féministe qu'il avait nourrie dans sa réflexion. Et donc, ce qu'il essayait de dire, c'est que ce n'est pas parce qu'un État libéral a le devoir de protéger certains droits collectifs de certaines minorités culturelles au nom du multiculturalisme au sein d'une démocratie libérale, que ça empêche cet État libéral d'accepter toutes les restrictions internes qui sont imposées aux membres individuels au sein de ces communautés. Et donc, il va mettre de l'avant tous les mécanismes institutionnels qui sont censés protéger justement les droits des individus au sein de n'importe quelle communauté. Donc le droit, par exemple, notamment le droit d'exit, le droit de sortir de ces communautés-là si un individu veut exercer sa liberté de cette façon-là. Et donc, c'est tout simplement un rappel de comment, au sein d'une démocratie libérale, évidemment, ce n'est pas dans le contexte d'État autoritaire, mais au sein d'une démocratie libérale qui a mis en place des mécanismes institutionnels pour protéger les droits individuels, il n'y a pas vraiment de raison valable pour, par exemple, interdire le port de signes religieux ostentatoires sous le prétexte que ça violerait les libertés individuelles de certaines femmes, puisque dans le cas de cette démocratie libérale, en théorie, puisque nous avons dans toutes les chartes des droits et libertés, ici au Québec et au Canada, la provision de l'égalité des sexes, en théorie, il y a déjà des principes quasi constitutionnels, en fait, qui protègent les libertés individuelles. Et les accommodements raisonnables doivent donc tous être soumis au respect de ce principe canonique. Alors, une fois qu'il a dit cela, il y a Martha Nussbaum également qui va reprocher, qui va donc, intervenir dans le cadre de ce débat, et qui va reprocher à Susan Moller Hawkins la confusion suivante. C'est que, quand on parle justement de la conception de la démocratie libérale, il y a d'une part une certaine
interprétation du libéralisme qu'elle appelle le libéralisme compréhensif. Et c'est lorsque, justement, des penseurs ou des citoyens libéraux se croient autorisés d'imposer, en fait, un ensemble de valeurs substantielles de la démocratie libérale. Et c'est donc ce qu'on appelle une conception du libéralisme compréhensif, c'est-à-dire lorsque le libéralisme est entendu comme une doctrine de valeurs qu'on impose de façon coercitive. Et elle veut justement s'en dissocier et s'en distinguer en proposant plutôt l'idée de libéralisme politique, qui en fait découle de l'œuvre d'un autre grand philosophe qui s'appelle John Rawls. Et l'idée du libéralisme politique consiste plutôt à dire la chose suivante, c'est que face au fait du pluralisme et de la diversité culturelle et de la diversité religieuse et de la diversité axiologique qu'il est impossible de nier et qu'il est également impossible de rendre invisible physiquement, le rôle de l'État libéral est justement d'imposer une certaine conception de la neutralité qui permet justement, à partir de la séparation de l'État et de l'Église, la liberté de conscience. Parce que ainsi en est-il de la valeur cardinale du libéralisme politique qui est de protéger les libertés individuelles, mais dans le contexte justement du pluralisme. Et juste pour poursuivre, parce que là je sais très bien que le temps s'écoule, mais juste avec une idée que je voudrais justement peut-être amener sur la table auprès de mes collègues anthropologues et sociologues. Dans le cas de ces ouvrages, où Martha Nussbaum, jusqu'à tout récemment en 2012, elle a écrit un ouvrage qui s'appelle The New Religious Intolerance, où elle dénonce en fait la dérape islamophobe au nom justement de l'égalité des sexes et de la démocratie libérale. Dans le cas d'un autre ouvrage qui s'appelle Femmes et développement humain, parce que Martha Nussbaum est une femme, comment dire, est une philosophe féministe qui s'inscrit dans le féminisme libéral. Elle n'a pas comme telle endossé le féminisme postcolonialiste, mais il n'empêche que Martha Nussbaum, c'est justement une de ces féministes libérales qui veut vraiment à tout prix comment dire, protéger la liberté individuelle des femmes contre les dérives paternalistes. Pour elle, c'est un contresens, donc, de vouloir imposer une conception monolithique de c'est quoi l'émancipation des femmes au nom de l'émancipation des femmes. Pour elle, c'est un paradoxe. Donc, l'idée que West is the best for all women, c'est vraiment une idée qu'elle rejette, notamment parce qu'elle a fait beaucoup de ses travaux en Inde, justement parce qu'elle a été une grande collègue de travail de Amartya Sen, le prix Nobel d'économie 1998, qui, comme vous savez, est d'origine indienne. Et donc, voici le problème qu'elle décortique dans le cadre de son ouvrage, c'est la question des préférences adaptatives. C'est une question qui me fascine personnellement et je pense que sur le plan sociologique, anthropologique, ça peut être aussi une question vraiment intéressante à soulever. Alors, le phénomène des préférences adaptatives est le suivant. C'est le phénomène inhérent à la condition humaine que tous les individus ont tendance, n'est-ce pas, à ajuster leurs préférences individuelles en fonction d'un contexte de choix initial, c'est-à-dire en fonction de leur contexte socio-culturel, historique, économique et politique. Et donc, dans ce contexte-là, il y a certes des préférences adaptatives qu'il faut dénoncer, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, dans certains pays, des femmes qui préfèrent ne pas aller à l'école parce que, en fait, elles préfèrent ne pas se faire asperger d'acide lorsqu'elles vont à l'école. Lorsqu'on parle de ce type de préférences adaptatives, évidemment, on a beaucoup de raisons de croire que ces préférences adaptatives ne sont pas le gage et le témoin de l'autonomie de ces femmes qui exercent ou qui expriment de telles préférences. Mais une fois qu'on a dit cela, il faut aussi le remettre dans le contexte, par exemple, d'une démocratie libérale. Dans une démocratie libérale qui peut effectivement, qui est relativement juste et qui offre une gamme d'options relativement, comment dire, élargie à l'ensemble de ses citoyens, alors on peut aussi penser que les préférences que des individus choisissent dans un contexte de choix élargi sont quand même le témoin et le gage de préférences individuelles légitimes qui expriment une certaine forme de libre arbitre et d'autonomie. Et donc, cette question-là, la question des préférences adaptatives, je la trouve intéressante parce que sur le plan sociologique, il me semble que l'idée qu'au sein d'une démocratie libérale qui est assortie d'un ensemble de mécanismes institutionnels qui protègent une gamme d'options élargies et la liberté d'exit et, comment dire, la liberté de conscience, on a alors tous les mécanismes qu'il nous faut pour pouvoir dire que les femmes qui adoptent certaines croyances religieuses, qui semblent contrevenir à certaines valeurs substantielles du libéralisme compréhensif, sont néanmoins le témoin et la marque de leur autonomie et que justement, si on prend au sérieux la valeur cardinale du respect de la liberté individuelle, on n'a aucune raison au sein d'une démocratie libérale pour, comment dire, interdire de manière paternaliste, colonialiste et coercitive l'expression de ces différences légitimes.